Bonjour, bienvenue en méthode de recherche en psychologie. Dans le cadre de cette capsule, on continue à réfléchir à ce qu'est réfléchir scientifiquement. Dans le fond, dans le cadre de la dernière capsule, je vous ai donné un exemple de de journalisme scientifique avec l'effet Mozart. Et dans le cadre de la précédente, on avait parlé euh, de tous les enjeux positifs, d'une part, mais négatifs du journalisme scientifique, qui fait en sorte, parfois, que ce que le public comprend de la psychologie, c'est parfois très distordu ou distorsionné. Je ne sais pas lequel adjectif est le bon ici, mais vous comprenez. Dans le cadre de cette capsule-ci, on va commencer en fait, on va revenir à cette idée que quelqu'un d'empiriste ne doit pas se baser uniquement sur ses expériences personnelles, son intuition ou sur l'autorité. Euh, pour déterminer qu'est-ce qui est vrai, cette personne-là doit se baser sur la recherche scientifique. Et on va regarder spécifiquement, rentrer plus en détail pour voir quels sont les problèmes au niveau. Je pense ici, dans cette capsule-ci, on va vraiment regarder quels sont les problèmes au niveau de l'expérience personnelle. Okay? Donc, comme je disais, comment peut-on évaluer la véracité d'une affirmation? Et véracité, un mot qui veut dire, qui essaie de qualifier si quelque chose est vrai ou faux. Comment évaluer si une affirmation, comme par exemple, manger des carottes augmente l'intelligence? Bon. Comment évaluer si c'est vrai ou faux? Okay? Souvent, comme je disais, les gens vont se fonder sur leurs propres expériences, sur l'intuition, ou vont même parfois faire appel à l'autorité pour savoir qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux. Comme j'essaie de vous convaincre, de toutes les sources d'informations possibles, la recherche scientifique bien contrôlée, okay, parce qu'il peut exister de la recherche scientifique mal faite, mais normalement, elle ne devrait pas passer à travers le processus de révision par les pairs, si vous vous souvenez de ça. Donc, la recherche scientifique bien contrôlée est de loin la meilleure pour essayer d'évaluer la véracité d'une affirmation. Évidemment, comme je vous disais, vos expériences, votre intuition reste très importante pour survivre dans la vraie vie. Mais si le jeu auquel on veut jouer, c'est dire quelque chose de scientifiquement vrai, qu'on peut vraiment avoir confiance scientifiquement en ça, c'est vraiment la recherche scientifique qui est l'option numéro 1 ici. Okay? Ce qui m'amène à me demander quels sont exactement les problèmes avec l'expérience personnelle ou l'intuition. Okay? Et ici, on va rester sur l'expérience personnelle spécifiquement. Alors, l'expérience personnelle, le problème avec, c'est que les conclusions auxquelles vous allez arriver si vous basez sur votre expérience personnelle, risquent d'être inexactes. Et une des raisons pour ça, c'est pas parce que vous êtes idiot ou que vous n'avez pas assez vécu. Ça n'a pas rapport du tout à ça. Vous n'êtes pas idiot et ça fait quand même plus de 18 ans que vous êtes en vie, donc on pourrait penser, hey, je devrais quand même avoir assez d'expérience. Le problème, c'est que vos expériences n'offrent jamais de groupe de comparaison. N'offrent jamais de groupe de comparaison. C'est très, très important de comprendre ça. Qu'est-ce que je veux dire par un groupe de comparaison? Un groupe de comparaison, là, ça revient à poser la question comparativement à quoi? Ou comparativement à qui? Ou comparativement à quand? Ou comparativement à comment? Bref, ça revient à la question comparativement à 3 petits points. Fait que tantôt, si je me disais, tu sais, un exemple stupide, par exemple, manger beaucoup de carottes augmente le quotient intellectuel. Aucune preuve de ça, évidemment. Mais imaginons que quelqu'un vous dit ça. OK? Manger beaucoup de carottes augmente le quotient intellectuel. Vous devriez répondre comparativement à quoi? Comparativement à pas manger aucune carotte? Comparativement à d'autres fruits? Comparativement à d'autres légumes? Comparativement à quoi? OK? Et la personne n'aura aucune réponse à ça, évidemment. À moins qu'elle ait lu une recherche sérieuse qui démontrait qu'il y avait un groupe qui mangeait des carottes, puis un groupe qui mangeait pas de carottes,
et puis le groupe qui mangeait des carottes devenait plus intelligent que le groupe qui ne mangeait pas de carottes. T'sais. Mais mon exemple, je regrette un peu mon exemple tellement il est stupide. Là. Mais voilà, donc la question comparativement à quoi est extrêmement importante. Okay? Et pour l'illustrer, ben, en fait, des études de cas là, dans l'histoire de la science, dans l'histoire de la médecine, dans l'histoire de la psychologie, il y en a des tas qui démontrent l'importance de poser la question comparativement à quoi. J'en ai choisi une, celle du docteur Benjamin Rush, qui est un Américain qui a vécu 1745 à 1813 et qui a utilisé une forme de thérapie qu'on appelait, ou une forme de traitement médical qu'on appelait la saignée. Vous avez peut-être déjà entendu ça ou entendu parler de ça. J'espère que vous ne l'avez jamais vécu. C'est très, très, très rarement utilisé aujourd'hui, puis uniquement, je crois, pour certains problèmes physiques très, très spécifiques. Mais donc, et de manière très contrôlée. Mais dans le temps, la saignée était basée sur l'idée que très souvent, si vous aviez une maladie quelconque, et ça pouvait inclure en passant même des troubles psychologiques, okay, qu'il y avait un problème dans certaines des substances qui étaient présentes dans votre sang. Il y avait peut-être trop de sang, ou dans votre sang, il y avait trop d'une certaine substance, quelque chose comme ça. Et la solution, ben, c'était de faire une petite plaie à travers laquelle le sang pouvait s'écouler pour faire sortir le mauvais sang, si vous voyez, si vous comprenez. Donc, c'est relativement simpliste et simple. On sait aujourd'hui que ça n'a aucun effet positif sur la santé des gens. Et même que c'est très dangereux. Parce que vous prenez quelqu'un qui peut être, par exemple, complètement affaibli par la présence d'un virus ou d'une infection bactérielle, et vous l'affaiblissez encore plus en lui enlevant un certain volume de son sang, par exemple. Donc, c'est vraiment un problème. Mais pendant un bon bout de temps, la thérapie par la saignée était pratiquée. Et Dr. Benjamin Rush est un cas intéressant parce que Rush était un homme qu'on ne pourrait pas accuser d'être idiot en aucune mesure. Là. C'était un homme, un Américain, dans le temps, je crois, de la Révolution américaine, un homme extrêmement engagé, médecin, politicien, éducateur, leader civil. Il était signataire de la Déclaration d'indépendance américaine. Il était, même s'il y avait une histoire controversée où il avait acheté un esclave, il était un de ceux qui étaient pro-abolitionnistes, contre l'esclavage. Il était anti-peine de mort. Donc, et on le considère même comme étant un des pères fondateurs de la psychiatrie américaine. Donc, pas nécessairement un 2 de pique, là, tu sais. Mais pourtant, Rush utilisait la saignée dans ses traitements médicaux. Et bien que cette méthode-là était encore relativement populaire à ce moment-là, fait qu'on ne pourrait pas l'accuser d'être complètement farfelu à ce niveau-là, ça commençait toutefois à être critiqué par certains médecins qui étaient collègues de Rush. Et on sait aujourd'hui que c'est extrêmement inefficace et dangereux. Et ce qui amène la question, mais qu'est-ce qui mènerait un homme comme Rush, un homme assez intelligent quand même, engagé, éveillé, tout là, si on veut, qu'est-ce qui m'amènerait à l'utiliser la saignée? Okay? Ben, sans doute, Rush aurait remarqué que certains de ses patients qui étaient saignés, adjectif, auraient guéri et d'autres seraient morts. Okay? Donc Rush se serait dit, ben, de tous les patients que je saigne, certains guérissent et certains meurent. Okay? Et pour lui, donc ça serait son expérience personnelle à lui. Et pour lui, chaque guérison aurait confirmé sa théorie comme quoi la saignée aide à guérir. Okay? Et si
le patient mourait, Rush se serait peut-être dit, ben, la saignée n'était pas assez à ce niveau-là. Mais tous ceux pour qui guériraient, par exemple, s'il y avait une épidémie d'une certaine fièvre, je sais pas moi, un certain virus par exemple, tous les patients que lui voit, il les saigne. Okay? Ça, c'est un point intéressant, dans le fond, dans le sens qu'il aurait saigné pas mal tout le monde. Là. Et certaines de ces patients-là, et certaines de ces patientes-là, et certains de ces patients-là auraient guéri. Et lui aurait pris ça comme confirmation que le saignage, je crois, ou la saignée plutôt, les aurait aidés à guérir. Okay? Par son expérience personnelle. Et on ne pourrait pas le blâmer de conclure ça à partir de son expérience personnelle. Mais le problème, c'est que les médecins, à cette époque-là, ne faisaient pas ce qui est standard de faire aujourd'hui, qui est de compiler des statistiques sur leurs patients. De compiler des statistiques sur des patients afin de faire ce qu'on appelle, je crois, de la médecine basée sur les preuves empiriques. Donc, de comparer les traitements entre eux, comparer les patients entre eux, puis essayer de déterminer s'il y a des règles qui sortent de ça, s'il y a des conclusions générales. Or, Rush et beaucoup des médecins à ce moment-là n'étaient pas nécessairement, n'avaient pas encore développé cette pratique-là. Okay? Si Rush avait développé cette pratique-là, il aurait fallu qu'il compile des informations, des données, fondamentalement sur 4 types de patients. Des patients qui ont été saignés et qui ont guéri de leur maladie. Des patients qui ont été saignés et qui sont morts de la maladie. Des patients qui ont été non saignés et qui sont guéris. Et des patients qui sont non saignés et qui sont morts. Tout ceci présupposant que tous ces patients-là souffrent de la même maladie, évidemment. Sinon, ça va embrouiller encore plus les cartes. Mais donc, Rush, saignant tout le monde, si on veut, qui lui arrive, va remarquer que certains guérissent et à ça, il va attribuer, il va conclure que la saignée a fonctionné pour eux et pour les autres, que malheureusement, ça n'a pas été assez. Okay? Et de son expérience personnelle, ça va venir renforcer son idée que la saignée, parfois, peut fonctionner. Mais donc, s'il avait compilé des informations sur ces 4 types de patients-là, ben, il aurait pu faire une certaine analyse statistique, si on veut, qui est la suivante. Okay? Vous voyez ici, on a... oui, ma petite flèche ici. On a 3 types de tableaux. Okay? Et concentrons-nous uniquement sur le premier ici. Donc, dans le premier tableau, on voit que le traitement n'a aucun effet. Alors ça, c'est si Rush et les gens comme lui auraient compilé des données sur les gens saignés, guéris et non guéris, et non saignés, guéris et non guéris. Alors vous avez saigné, non saigné, patient guéri, patient non guéri. Okay? Puis ici, le nombre de patients total, 100 et 50 ici. Et donc, à première vue, vous voyez que si Rush se concentrait uniquement sur les patients saignés et guéris, il aurait remarqué qu'il y a 20 patients saignés. Okay? Et même s'il y en avait qui n'avaient pas saigné, j'ai dit tantôt qu'il saignait tout le monde, mais imaginons même qu'il n'aurait pas saigné certains patients. Okay? Je perds constamment ma petite flèche. Il n'aurait pas saigné certains patients. Il aurait remarqué qu'il y en aurait 2 fois plus qui ont été saignés, qui ont guéri, que non saignés. Donc, il aurait conclu de tout ça que c'est mieux de saigner les patients. Okay? Parce qu'à partir de 30 patients guéris, 20 plus 10, 20 auraient été saignés, 10 non saignés. Okay? Mais ça aurait été faux de conclure ça. Parce qu'il fallait se demander d'autres choses, qu'est-il des patients non guéris? Okay? Chez les patients non guéris, imaginons que ce seraient les chiffres ici, 80 saignés sont non guéris, donc meurent, et 40 non saignés meurent. Okay? Et là, si on prend les chiffres, on remarque que 20 personnes saignées sur 100, donc 20%,
20% des patients ont été saignés et guéris. Okay? Et ici, sur 50 patients non saignés, 10 ont guéri. Donc, 20% encore. Donc, que vous saignez ou non, vous avez 20% des patients qui vont guérir. Donc, le nombre de guérisons est de 20%, peu importe que vous saignez les patients ou non. Mais ça, Rush ne l'aurait pas vu parce qu'il serait concentré soit uniquement sur le 20 ou au mieux sur le 20 et le 10 s'il y avait des patients qui ne saignaient pas, soit parce qu'ils n'avaient pas le temps ou ils décidaient de ne pas le faire, ou les patients ne voulaient pas, ou la famille ne voulait pas, ou quelque chose comme ça. T'sais. Il aurait conclu de ces deux cellules ici que c'est mieux de saigner les patients. Or, s'il avait pris en compte les 4 cellules, il aurait remarqué que ça ne changeait absolument rien. Okay? Je peux, à partir d'un simple changement, si je prends mon 40 ici, et je fais juste le transformer en 1, et ces chiffres-là ne changent pas du tout, dans le deuxième tableau, on verra ici que le traitement a un effet négatif. Okay? Encore là, Rush ce serait uniquement basé là-dessus ou au mieux sur le 20 et le 10, aurait conclu toujours que ça vaut la peine de saigner les patients parce que 20 guérissent alors qu'il y en a juste 10 qui guérissent s'ils ne sont pas saignés. J'ai reperdu ma petite flèche ici. Okay. Mais ici, donc, vous avez un taux chez les saignés de 20% de guérison, mais avec le nouveau chiffre de 1 ici, vous avez un taux de 91% de guérison chez les non-saignés. OK? Et donc, ici, ça démontre que le fait de saigner des patients Le fait de saigner des patients ici amène un taux de guérison qui est beaucoup plus petit que le fait de ne pas les saigner. Même si, chez les patients guéris, il y a moins de non-saignés que de saignés. Okay? 91% de guérison ici chez les non-saignés. Si je change encore les données ici, puis je mets 490, ici, on aurait vu que le traitement a un effet positif. Okay? C'est ça que Rush aurait dû observer pour vraiment déterminer que la saignée fonctionne. Chez les personnes saignées, 20 personnes sont guéries. Chez les non-saignés, 10 personnes sont guéries. Donc, Rush aurait dit, donc 2 fois plus sont guéris chez les saignés que les non-saignés. Mais qu'en est-il chez les non-guéris? Okay? Et s'il avait observé que 80 personnes sont non-guéries chez les saignés, mais 490 sont non-guéris chez les non-saignés, okay? Ben, on aurait observé ici un total de 10 guérisons sur 10 plus 490 sur 500. Donc, ça veut dire un taux de 2% de guérison chez les non-saignés. Et un taux de 20% des guérisons, soit 20 sur 20 plus 80, chez les saignés. Donc ça lui aurait vraiment démontré que oui, le saignage, la saignée, pardon, semble être lié à un impact vraiment positif au niveau de la guérison. Évidemment, c'est seulement 20% de guérison, mais c'est rudement mieux que 2%, par exemple. Mais donc, cette analyse-là des 4 cellules, si on veut, saigné, guéri, non saigné, guéri, saigné, non guéri, non saigné, non guéri, c'est pas le genre de truc qui était fait par les médecins à ce moment-là, et c'est certainement pas le genre de truc que Rush a fait. Okay? En se basant uniquement sur une ou au maximum 2 de ces cellules, son interprétation des choses était complètement biaisée, ce qui l'a amené à continuer une pratique qui était dangereuse ou au mieux possible absolument inutile. Okay? Parce qu'il se basait sur son expérience personnelle. Okay? Et donc, se baser sur votre expérience personnelle pour savoir qu'est-ce qui est vrai, c'est comme uniquement se baser sur un type de patient, soit vous. Ça ne vous offre aucun groupe de comparaison. Okay? Remarquez ici que ça, c'est le groupe intéressant pour Rush, et tous les autres sont des groupes de comparaison. Parce qu'il dit, hey, j'ai 20 patients guéris qui ont 20 patients qui ont reçu la saignée que j'ai réussi à guérir. Oui, mais comparativement à combien qui n'avaient pas reçu la saignée. Puis aussi comparativement à combien qui ont reçu la saignée mais qui sont morts. Puis comparativement à combien qui n'ont pas reçu la saignée et qui sont morts ici.
T'sais, donc 10, 40, 80, ça c'est trois groupes de comparaison. Mais quand vous vous basez juste sur votre expérience personnelle, vous vous basez juste sur la première cellule. OK? Et c'est ça le problème avec l'expérience personnelle. C'est qu'on se base uniquement sur un cas. On a d'autres exemples de ça. Il y a plusieurs personnes qui croient, entre autres, que pendant les jours de pleine lune, il y a plus d'accouchements. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Parfois, on va entendre des infirmiers ou des infirmières avoir cette croyance-là, même si on essaie de former les infirmiers et infirmières le plus scientifiquement possible. Ça reste des êtres humains et les êtres humains ont tendance à réfléchir non scientifiquement. On n'a pas évolué dans notre histoire au cours des millions d'années d'évolution du cerveau et du système nerveux humain. On n'a pas évolué pour être des scientifiques. On a évolué pour réfléchir rapidement, prendre des décisions rapides. Et parfois, ça veut dire qu'on a des biais, qu'on fausse les choses. Et vous avez encore des gens aujourd'hui, ils travaillent dans le domaine de la santé, qui remarquent qu'il y a plus d'accouchements pendant les jours de pleine lune. Mais quand on questionne ça, on remarque qu'ils se basent uniquement sur le nombre, sur des fois, sur leur expérience personnelle, donc le nombre de fois où, en effet, c'était une soirée de pleine lune, puis il y avait plein de femmes qui sont rentrées à l'hôpital pour accoucher. T'sais. Et ils ne réfléchissent pas à, y avait-tu des fois où il y avait plein de femmes qui sont rentrées et c'était pas un jour de pleine lune? Y avait-tu des fois où c'était un jour de pleine lune mais c'était comme mort? Il y avait personne qui à la maternité, il n'y avait pas de femmes qui sont rentrées pour accoucher ou très peu. Ont-ils pensé, y avait-il des fois où est-ce que c'était pas un jour de pleine lune et il y avait pas grand femmes qui étaient rentrées dans, dans, en processus d'accouchement. Donc, c'est un autre exemple de ça. Là. Donc, l'expérience personnelle est problématique parce qu'il n'y a pas de groupe de comparaison. Si vous vous basez sur votre expérience personnelle, vous vous basez juste sur un cas, vous, okay, qui peut être à différents moments dans le temps, mais quand même. Vous n'avez pas vraiment de réponse à la question comparativement à quoi. En plus de ça, l'expérience personnelle est problématique, et je veux refaire ce cas-là, elle est problématique pour dire quelque chose de scientifiquement vrai à propos de quelque chose. Elle n'est pas problématique pour se débrouiller et survivre dans le vrai monde. Elle est très utile pour survivre dans le vrai monde. Mais elle est problématique si on veut dire quelque chose de scientifiquement rigoureux par rapport à quelque chose, parce qu'elle est remplie de variables confondantes. Variables confondantes, c'est le fait qu'il y a trop de choses qui arrivent en même temps, puis il est difficile d'isoler l'effet d'une variable. Comme mon exemple idiot sur les carottes et le QI. Hein? Si vous dites, ben moi j'ai remarqué que quand je mange plus de carottes, je me sens plus intelligent, par exemple. Bon, ok. Ok. Même j'ai eu des meilleurs résultats à des tests quand j'avais mangé de la salade de carottes avant ou quelque chose comme ça. Ben, ok, mais remarquez qu'il y a plein de variables confondantes. Là. Est-ce que c'est vraiment la carotte ou est-ce que c'est juste le fait que dans la carotte, comme tout légume, il y a beaucoup d'eau et cette eau-là est quand même importante. Le cerveau utilise l'eau, tout le corps utilise l'eau. Est-ce que c'est que quand tu manges des carottes, tu es assis et tu es assis pour manger tes carottes et donc ça te repose un peu comparativement à être debout? Est-ce que c'est parce que tu manges surtout des carottes quand il fait beau et quand il fait beau, tu es juste plus dans une meilleure humeur et donc tu es meilleur au test? Tu sais, il y a toutes sortes de variables confondantes possibles et c'est très difficile. Ben, en fait, non seulement c'est très difficile, c'est impossible dans votre expérience d'isoler l'effet d'une variable. Parce qu'il faudrait retourner dans le temps puis changer les choses pour essayer d'isoler une variable à la fois, puis voir qu'est-ce qui fonctionne. Et donc, ça se peut pas. Et ce que la recherche, là où la recherche scientifique vient vraiment contribuer de manière importante, c'est qu'on est capable de contrôler des variables confondantes possibles. Du moins, beaucoup de variables confondantes le plus souvent possible. On ne peut jamais tout contrôler, évidemment, mais on peut contrôler des variables confondantes possibles. Si on fait une étude sur
l'impact du café sur la mémoire, par exemple, ben, on peut avoir deux groupes, un qui boit du café, puis l'autre qui va boire du café décaféiné, par exemple. Okay? Donc ça, c'est un groupe de comparaison. On dirait, imaginons que l'affirmation, c'est, ou la théorie, c'est est-ce que le café augmente la mémoire? Ben, la question toujours est comparativement à quoi? Ben, comparativement à une boisson qui est en tout point similaire, sauf qu'elle n'a pas de la caféine dedans. Okay? Donc, tu aurais deux groupes, le groupe qui boit du café puis le groupe qui boit du café décaféiné. Puis on pourrait contrôler plein de variables confondantes. S'assurer que c'est à la même heure, à la même journée, dans une salle qui est exactement la même, avec des tasses qui sont exactement pareilles. Tu sais, toutes sortes d'affaires comme ça, qu'on peut contrôler des variables qui pourraient venir jouer, qui pourraient venir brouiller des cartes. Pour s'assurer que si on trouve en effet que le café augmente la mémoire à une tâche qu'on fait faire aux gens plus tard de mémoire, que c'est vraiment dû à la présence de la caféine et pas à d'autres choses comme l'heure de la journée qu'il était ou le type de salle dans lequel c'était, parce que oui, en pensant, votre mémoire est influencée par l'environnement physique, par le type de salle dans lequel vous êtes, etc. Ou le goût du café, ou tu sais, n'importe quoi comme ça. On ne peut pas faire ça avec notre expérience personnelle. C'est impossible. Alors, un bel exemple de ça. Puis remarquez dans l'exemple de Rush, là, avec la saignée, si Rush observait que la saignée fonctionnait, hein, ben, même si, imaginons qu'il aurait observé plein de cas où ça fonctionnait. Hein. Ce que Rush n'aurait pas pu faire, ça aurait été d'isoler les variables, la variable spécifique de la saignée d'autres variables confondantes. T'sais? Parce que peut-être que la saignée fonctionnait parce que Rush choisissait juste de faire de la saignée sur des gens qui étaient déjà en meilleure santé, par exemple. Donc ça aurait été une variable confondante. Ou peut-être qu'il choisissait juste de faire de la saignée sur des gens qui étaient assez riches pour se payer ses services. Et les gens qui étaient assez riches pour se payer ses services, ça aurait été des gens qui mangent mieux, qui ont une meilleure nutrition et donc qui ont plus de chances de survivre. Donc, c'est impossible de savoir, c'est-tu vraiment le fait de faire sortir du sang ou c'est-tu quelque chose à propos des gens chez qui je fais la saignée? T'sais? Et donc, ça, c'était impossible pour Rush de savoir. Donc, non seulement il ne portait pas attention aux trois autres cellules du tableau, mais en plus, il est impossible pour lui d'isoler la variable de la saignée des autres variables potentiellement confondantes. Un bel exemple d'une étude ici de Bushman en 2002 pour démontrer comment la recherche peut être, très créativement venir non seulement amener des groupes de comparaison intéressants pour répondre à la question comparativement à quoi, mais en plus peut venir contrôler certaines variables confondantes pour s'assurer au maximum qu'on isole la variable qui nous intéresse. Alors cette étude-là, pour vous la présenter brièvement, c'est une hypothèse qui était, pas une hypothèse, c'est une étude qui testait l'hypothèse de la catharsis. Alors, pour dire ça très simplement, l'hypothèse de la catharsis, dans certains modèles, dans certaines façons de réfléchir aux émotions qui étaient, disons par exemple, des années 1800, dans les années 1800, 1900, début 1900, beaucoup de gens avaient un modèle des émotions négatives qui était comme un modèle, si on veut, qui voyait les émotions négatives comme la colère, par exemple, comme étant un genre de... Comment dire? Un genre de fluide, si on veut, qui augmente et qui augmente et qui augmente et à un moment, comme de la pression par exemple, puis à un moment, il faut le faire sortir. Et le moment où cette émotion-là sort, c'est la catharsis. Et la seule façon d'arrêter d'être fâché, c'est de faire sortir sa colère. D'ailleurs, cette interprétation-là, par exemple, de la colère,
Ah, je pense que certains appelaient ça le modèle hydraulique. Ils voyaient ça comme un modèle hydraulique, dans le fond. Que la colère est un peu comme un liquide et qui, au bout d'un moment, ça fait de la pression et il faut faire sortir cette colère-là pour rééquilibrer le système, si on veut. Euh, donc, ces modèles-là voyaient la colère comme ça et c'est resté encore beaucoup dans notre euh, langage populaire. Tu sais, on va dire à quelqu'un qu'on sent la colère monter. Ok? On va dire à quelqu'un qu'on va exploser de colère. On va dire à quelqu'un qui est fâché qu'il avait la fumée qui lui sortait, ou la vapeur qui lui sortait par les oreilles. On va voir ça dans les dessins animés quand les bonhommes sont fâchés. Ok, on voit la fumée sortir. Ça, puis quand ils mangent de la nourriture très épicée, évidemment. Mais donc, c'est resté encore énormément dans notre culture générale. Cette idée que la colère est quelque chose, un genre de substance et qu'on a un récepteur, pas un récepteur, mais un contenant, si on veut, dans notre esprit mental de colère et que quand il est trop rempli, il faut le faire sortir. Et la façon de le faire sortir, c'est qu'il faut se défouler. Okay? Et très souvent, se défouler sur l'objet de notre colère. Ça, c'est l'idée de la catharsis. Okay? Euh, Même si ceci fait beaucoup de sens pour vous, ou j'imagine que ça fait beaucoup de sens, il s'avère que les données scientifiques là-dessus démontrent que cette vision-là est complètement distorsionnée. Que la meilleure chose pour gérer la colère, ce n'est pas du tout de se défouler. Ce n'est pas du tout de la faire, entre guillemets, sortir, parce qu'il n'y a pas de colère à faire sortir. Et les données suggèrent même que le fait de faire, entre guillemets, sortir sa colère en se défoulant risque de vous rendre encore plus agressif. Ce qui est l'opposé de ce que penserait l'hypothèse de la catharsis, comme quoi ça devrait vous rendre moins agressif parce que ça devrait vider vos stocks internes de colère, jusqu'à temps qu'ils se re-remplissent, évidemment. Okay? Donc, Bushman est un bel exemple d'une étude qui a examiné cette hypothèse-là et est venu à conclure qu'elle était fausse. Donc, si vous étiez dans cette étude-là, voici ce qui serait arrivé. Vous seriez invité à venir au laboratoire pour une recherche sur la rédaction, okay? Sur l'écriture. Et ce qu'on aurait fait, c'est qu'on vous aurait demandé d'écrire un texte politique. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas lu l'étude, et donc je me souviens plus exactement de ce que c'était, mais pour les besoins de la cause, on vous demande d'écrire un texte où on vous demande de parler de votre opinion politique et ainsi de suite. Okay? Et c'est intéressant, je pense qu'ils ont pris ça spécifiquement parce que les gens sont très... ils prennent très personnel leurs opinions politiques. Et quand on attaque leur position politique, très souvent les gens prennent ça très personnellement. T'sais. Même voire comme une insulte. T'sais. Et donc, vous écrivez ce texte-là, puis ensuite on vous dit qu'il y a un juge, pas un juge de la cour, là, mais une personne qui va lire vos textes et qui va juste vous les critiquer pour vous. Cette personne-là, en passant, est un acteur qui fait semblant d'être juste une personne qui a été engagée pour ça, mais c'est en fait un chercheur ou une chercheure elle aussi. Okay? Et son travail, à elle, c'est de critiquer vraiment négativement chacun des textes. Okay? Donc, vous recevez une critique comme quoi vos opinions politiques sont vraiment ridicules, et ainsi de suite. Okay? Et là, ce qu'on fait, c'est que on vous demande simplement d'évaluer en quelle mesure vous êtes fâché. On peut vous donner une certaine échelle. T'sais. Et on note que vous répondez être quand même très frustré à ça. Là. Que la personne a tort et puis que c'est blessant et ainsi de suite. Donc, on s'assure que vous êtes fâché par rapport à ça. Fâché spécifiquement envers le juge. Okay? On ne vous demande pas de confronter le juge. Là. On vous demande à part, avec ce que tu as reçu, comment tu te sens et ainsi de suite. Okay? Et donc, à partir de là, une fois qu'on s'assure que vous êtes tous pas mal dans un état négatif, on vous met dans un de 3 groupes. Okay? Pour faire une tâche qui va durer 2 minutes. Dans le premier groupe, on vous demande de rester assis en silence.
Hein? Simplement rester assis sur un sofa en silence pendant 2 minutes. Vous pouvez penser à ce que vous voulez, du moment que vous restez assis en silence. Dans le deuxième groupe, on vous donne le choix. En fait, non, on ne vous donne pas le choix, mais on vous met face à un punching bag, à un sac, dans lequel on vous demande de frapper, de donner des coups de poing ou des coups de pied. Okay? Mais vraiment, on vous dit, dans le but de faire de l'exercice, on veut vraiment vous activer physiquement, donc vous allez frapper pour augmenter votre rythme cardiaque. Okay? Puis dans la troisième condition, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met devant un sac similaire et on vous demande d'imaginer que le sac est le juge ou la juge ou le commentateur qui vous a donné vraiment qui vous a insulté, si on veut, et on vous demande de frapper le sac pour vous défouler. Pour vous défouler par rapport à cette insulte-là. Donc, vous, en tant que participant, vous n'êtes pas dans les trois groupes, vous êtes genre juste un de ces trois-là. Soit vous êtes dans celui assis en silence, ou vous êtes dans celui qui fait de l'exercice avec le sac, ou vous êtes dans celui qui se défoule avec le sac. Okay? Et par la suite, après les 2 minutes, on vous redemande combien en colère êtes-vous. Okay? Selon l'hypothèse de la catharsis, qu'est-ce qu'on devrait voir? On devrait voir que les gens qui ont exprimé leur colère en frappant le sac, avec comme idée que le sac, frapper le sac, c'était symbolique de frapper la personne ou de se défouler contre la personne qui vous avait insulté. Donc les personnes complètement dans le troisième groupe ici, on regarde la colonne bleue ici, on devrait voir que leur colère serait minimale. Alors que les personnes restées assises, on devrait voir qu'elle est maximale, parce qu'eux autres devraient avoir pas vidé leur colère, alors qu'eux autres ici devraient avoir vidé leur colère. Et ce qu'on retrouve en fait, c'est l'inverse. On retrouve que les gens qui se sont défoulés, avec vraiment dans le but de se défouler contre de manière symbolique, là, en frappant le sac comme si c'était la personne, on voit que ces gens-là sont encore plus fâchés contre la personne. Les gens qui ont frappé le sac, pas en ayant en tête la personne, mais juste qu'ils l'ont frappé dans le but d'augmenter leur rythme cardiaque, sont beaucoup moins fâchés. Okay? Et on pourrait se dire, ah, mais ils se sont quand même défoulés, parce qu'ils ont frappé un sac, ils sont quand même défoulés, c'est ça qui a fait diminuer la colère est quand même sortie. Non, parce que le fait de rien faire a fait diminuer la colère autant ici que ici. Là. Okay? Donc, drette là, l'hypothèse de la catharsis est dans le trouble. Okay? Parce que rien faire fait autant diminuer la colère. En fait, rien faire fait beaucoup plus diminuer la colère qu'exprimer sa colère et la faire sortir. Okay? Dans une dernière partie de l'étude, il vous donnait la chance de jouer un genre de jeu quiz avec l'acteur qui vous avait mal traité, si on veut. Okay? Et dans le cadre de ce jeu-là, il y avait un moment où est-ce qu'on pouvait, vous pouviez, l'acteur a des écouteurs, puis vous pouviez, par exprès, sans que la personne le sache, vous pouviez lui faire jouer aux oreilles un son très très fort, très agressif. Okay? Donc, ce qui est dans le fond l'équivalent de se venger sur la personne. Okay? Et ce qu'on voulait savoir, c'est qui des trois groupes avait plus tendance à utiliser cette agression-là, à mettre le bruit fort dans les oreilles de la personne que vous avez jugée. Oui, évidemment, souvenez-vous, la personne que vous avez jugée est un acteur, okay? Engagé pour les besoins de la cause. Et lorsque vous pesez sur le bouton pour le bruit fort, la personne n'entend pas vraiment un bruit fort. Okay? Mais ça fait rien. Et selon l'hypothèse de la catharsis, qu'est-ce qu'on aurait dû voir? Donc là, on regarde uniquement les colonnes rouge vin. Je ne suis pas super bon à identifier les couleurs tout le temps, là, mais rouge vin. Donc, selon l'hypothèse de la catharsis, qu'est-ce qu'on aurait dû voir? On aurait dû voir que les gens qui n'ont rien fait, qui sont juste restés assis, ben, ils n'ont pas pu vider leur colère, fait qu'ils vont, ça va être ceux qui vont vraiment plus se venger. Okay? Alors que ceux qui ont frappé le sac, ben, eux autres, leur colère devrait être le plus basse possible parce qu'ils ont fait sortir leur colère puis ils devraient avoir moins envie de se venger. Mais évidemment, on avait vu que leur colère était augmentée. Et donc, ce qu'on voit ici,
C'est l'inverse encore de l'hypothèse de la catharsis. Les gens qui sont restés assis en silence, non seulement se sentaient beaucoup moins en colère que les gens qui s'étaient défoulés contre une représentation de la personne, mais en plus, il y avait beaucoup moins tendance à agresser la personne avec le bruit fort que les gens qui s'étaient défoulés. Bref, l'idée, c'est que exprimer sa colère en frappant sur une représentation de la personne qui vous a insulté, non seulement vous rendait plus en colère, mais en plus faisant en sorte que vous aviez plus tendance à vous venger par la suite. Okay? Comparativement à ne rien faire. Ce qui va complètement contre l'hypothèse de la catharsis. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le groupe qui nous intéressait pour l'hypothèse de la catharsis, mais le groupe de comparaison intéressant, c'était celui-là. Comparativement à quoi? Comparativement à rester assis en silence. T'sais? Donc, frapper le sac, se défouler, selon l'hypothèse, se défouler devrait faire en sorte qu'on ait moins de colère et être moins agressif. Comparativement à quoi est la question importante? Ben, disons comparativement à rien faire, puis on voit que comparativement à rien faire, ça marche pas. Ça marche pas. Et que comparativement même à frapper le sac, ça marche pas non plus, parce que les gens qui faisaient juste frapper le sac dans le but d'augmenter leur rythme cardiaque, non seulement étaient moins fâchés, mais en plus agressaient beaucoup moins la personne par la suite que les gens qui avaient frappé le sac dans le but de se défouler. Okay? Ce qui est intéressant ici, c'est que, donc ici on a une étude avec de la comparaison, on répond à la question comparativement à quoi, mais en plus, on a ce que je disais tantôt, qui est ce contrôle de variables, on contrôle certaines variables qui pourraient venir brouiller les cartes. Si on avait juste deux conditions, rester assis en silence ou frapper le sac en se disant que le sac, c'est la personne qui nous a insultés, puis on frappe le sac pour se défouler. Si on avait juste ces deux conditions-là, oubliez la condition du milieu ici, okay? Puis on avait observé ces données-là ici, puis ces données-là là, ben, on se serait dit, on aurait conclu que non, ça marche pas, l'hypothèse de la catharsis, que c'est mieux de rester en silence, mais on n'aurait pas su, okay? On n'aurait pas su si euh, exprimer exprimer sa colère ici contre la personne, telle que représentée par le sac, si ça augmentait la colère, puis ça augmentait l'agression à cause qu'on exprime sa colère ou à cause qu'on frappe le sac. C'est juste frapper le sac qui fait augmenter la colère ici? Ben, ce groupe-là ici suggère que non, c'est pas juste frapper le sac, parce qu'ici, les gens frappaient le sac dans le but de faire augmenter leur rythme cardiaque. Mais ici, ils frappaient le sac dans le but de se défouler. Et donc, ça ici, c'est avoir le groupe frapper le sac pour augmenter notre rythme cardiaque, c'était une variable contrôle intéressante. Parce qu'on contrôlait pour l'idée que là-dedans, non seulement on frappe le sac, mais en plus, on le fait pour se défouler. Donc, l'effet d'augmenter la colère puis d'augmenter l'agression ici, on voit qu'il est dû purement au fait de se défouler et pas au fait de frapper le sac. Parce que juste si vous frappez le sac, simplement pour augmenter votre rythme cardiaque, on voit que vous êtes moins fâché et vous avez moins tendance à agresser la personne. Okay? Donc, ce que ça démontre, c'est que c'est vraiment le fait de se défouler contre la personne qui fait augmenter la colère et l'agression. Ce n'est pas le fait de défouler en frappant le sac. Parce que frapper le sac en tant que tel sans se défouler n'avait pas cet impact-là. Je complique un peu les choses, mais vous voyez, ça c'est un exemple parfait d'une étude qui utilise des groupes contrôle pour des groupes de comparaison pour poser la question comparativement à quoi. Okay? Et aussi qui inclut différents groupes pour essayer de contrôler certaines variables confondantes. Okay? Donc, il est important de comprendre que des recherches sont mieux que l'expérience personnelle, okay? Mais que la recherche,
Les conclusions qui vont sortir de la recherche, je pense que j'avais dit ça au tout début dans un des premiers PowerPoint. Les conclusions de la recherche sont toujours probabilistes. Okay? Ça veut dire que même si vous arrivez à une explication ou à une prédiction scientifique qui est forte, elle ne va pas toujours tout expliquer les cas, puis elle ne va pas toujours être capable de tout prédire. Mais l'idée, c'est que meilleure est la théorie scientifique, le plus de proportion de cas qu'elle va être capable d'expliquer ou de prédire. Donc, c'est probabiliste. Ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que ça explique le plus possible de cas d'un phénomène. Okay? Donc, c'est toujours probabiliste. On ne pourra jamais arriver à dire quelque chose d'absolument certain. On va juste pouvoir être capable d'être de plus en plus confiant et d'avoir de plus en plus de probabilité d'avoir raison. Okay? Mais jamais vraiment 100% des cas. Et ça veut dire que il peut y avoir des exceptions individuelles aux conclusions de la recherche. Vous pourriez lire une recherche qui dit, je sais pas moi, la, consommer la cigarette, le tabagisme augmente les risques de cancer, par exemple. Okay? Ce qui est probabiliste, ça augmente les risques de cancer. C'est une augmentation dans la probabilité. Et c'est scientifiquement vrai et sérieux. Puis vous pourriez toujours dire, ouais, mais moi j'ai un oncle qui a fumé toute sa vie, de comme 13 ans jusqu'à 102 ans, puis il est mort avec des poumons en parfaite santé. Hein? Et il n'est pas mort du cancer. Puis vous diriez, ça va contre la théorie. Non, ça ne va pas contre la théorie. Ça ne va pas contre l'observation scientifique que fumer augmente les risques. Euh, Ce n'est pas quelques exceptions individuelles qui vont changer, qui vont annuler les conclusions statistiques de la recherche. Parce que la recherche dit que ça augmente les chances d'avoir le cancer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver des gens qui ont fumé toute leur vie et qui n'ont pas eu le cancer. Et très souvent, c'est ça qu'on retrouve quand on présente des recherches controversées ou contre-intuitives. Les gens vont dire « Ouais, mais moi » ou bien « Oui, mais moi j'ai un voisin » ou « Oui, mais moi ma tante » et ainsi de suite. Ils vont penser que ça va venir contredire, mais ça ne contredit pas les conclusions de la recherche, parce que les conclusions de la recherche sont probabilistes. On est en train de dire qu'au niveau statistique, fumer augmente les chances de manière importante. Ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas des gens qui ont fumé toute leur vie et qui ne meurent pas du cancer du poumon, ou que vous n'allez pas trouver des gens qui meurent du cancer du poumon et qui n'avaient jamais fumé, par exemple. Vous allez trouver des gens comme ça. Mais ces exceptions-là n'ont pas comme effet de détruire ou d'anéantir les conclusions scientifiques des recherches. OK? Je vais m'arrêter là-dessus pour le moment. OK? Ciao.